Salut à toi, le Padré te propose de te pencher aujourd'hui sur la psychologie de l'homme et de la femme, notamment dans le cadre de la préparation au mariage. Cela semble tout à fait pertinent. Antoine de Saint-Exupéry a eu cette phrase merveilleuse: aimer, ce n'est pas tant se regarder l'un l'autre que regarder ensemble dans la même direction. Évidemment, il faut se regarder l'un l'autre dans le blanc des yeux, c'est merveilleux, mais si on veut durer ensemble, si on veut atteindre le même objectif, le mieux est d'avoir le même cap. Bien souvent, ce n'est pas cet idéal-là, ce n'est pas une vie aussi rose que ça qui se présente devant nous, et des disputes ont lieu assez rapidement au sein du couple. Au début, on supporte tout, on est pleinement amoureux, l'amour rend aveugle, l'amour donne des ailes, ça permet de supporter beaucoup de choses. Et puis petit à petit, eh bien, les différences que l'homme et la femme portent en eux vont se faire jour et peuvent devenir pénibles si elles ne sont pas bien comprises, si elles ne sont pas bien intégrées. Il y a un livre célèbre de psychologie, et je vous inviterai à le lire ou à aller voir sur YouTube, le One Man Show qui a été extrait de ces livres et qui a été monté en spectacle par un Belge. Le livre s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray. Énorme best-seller mondial, je ne doute pas que vous en ayez déjà entendu parler. Le seul problème de ce livre, c'est que c'est fait par un Américain, c'est-à-dire que c'est assez désespérant. Il fait un constat pragmatique, et en cela, il faut lire ce livre, mais il ne faut pas lire que ce livre, parce que c'est très désespérant. Les hommes viennent de Mars, de la planète du dieu de la guerre, de l'affrontement, et puis les femmes viennent de Vénus, déesse de l'amour et de la séduction. Seulement voilà, chacun habite sur sa planète, et avec un pragmatisme américain, il dit, eh bien voilà, il faut s'adapter, il n'y a plus qu'à faire, voilà, plus qu'à faire ensemble. Ce que je vous propose ici, c'est de porter un regard psychologique français sur la différence de l'homme et de la femme. Nous constatons cette différence, on ne peut pas la changer. Maintenant, on peut en voir le bon côté, c'est-à-dire en voir la complémentarité, ce que John Gray ne fait pas. Si vous voulez beaucoup d'exemples pratiques, John Gray, si vous voulez comprendre les choses, faites appel aux Français qui sont habitués à brasser des concepts, faire de la philosophie, expliquer le fond des choses. Et puis, puisque c'est un padré, un prêtre qui vous parle, eh bien, je rajouterai une couche qui est la couche biblique. Ce n'est jamais que le mode d'emploi de l'humanité. Je crois que c'est très pertinent aussi, et puis, et les Français et les Américains pourront se retrouver dans ce message biblique, la part psychologique qui est révélée dans la Bible. Quand bien même l'homme et la femme regarderaient ensemble dans la même direction, assez vite ils se rendent compte que ils ont beau regarder la même direction, ils ne voient pas la même chose. L'un et l'autre ont un regard particulier sur le monde, chacun voit le monde avec ses lunettes masculines ou féminines. Cette différence de psychologie homme-femme peut être mal vécue, elle est alors vécue comme une opposition, un duel, un bras de fer entre l'homme et la femme pour essayer d'imposer ses vues à l'autre, ou alors elle peut être vécue comme une complémentarité. Et bien évidemment, c'est à cela que je vous invite. Si l'homme et la femme ne voient pas le monde de la même façon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils en voient chacun la moitié. Et donc, s'ils se mettent, j'ai envie de dire, dos à dos, s'ils se protègent l'un l'autre mutuellement, eh bien alors ils vont pouvoir porter un regard humain intégral sur le monde. Pour cela, évidemment, il faut qu'ils échangent leurs informations, ils échangent leurs points de vue. C'est pour ça qu'on dit que la communication est très importante dans le couple. Lorsque un homme et une femme se parlent d'un sujet, ils ne l'abordent pas du tout de la même façon. Ils peuvent avoir l'impression que c'est un dialogue de sourds, alors qu'au fait, c'est un dialogue du style « t'as raison, j'ai pas tort ». Aucun des deux n'a tort, aucun des deux n'a totalement raison. Voilà. Chacun a raison, personne n'a tort, mais vous ne parlez pas de la même chose. Et c'est bien ainsi.
Si chacun voit 180 degrés, eh bien, le couple humain, homme-femme, cette complémentarité psychologique, permet de voir le monde à 360 degrés. Et c'est bien ainsi que la Bible considère le couple. Dans la Bible, il est dit que Dieu créa l'être humain, homme et femme, il les créa. Dieu créa l'être humain, Ish et Isha, en hébreu, il les créa. C'est bien le même truc, Ish, mais au masculin et au féminin, Ish, Isha. C'est sous le signe de la complémentarité que la Bible aborde la différence sexuelle de l'homme et de la femme. Il est dit au livre de la Genèse chapitre 2, Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui faire une aide semblable à lui. Alors Dieu crée les animaux, Adam nomme les animaux, mais il y a toujours cette solitude dans le cœur d'Adam, il ne trouve pas d'aide qui lui corresponde, d'aide qui lui soit en vis-à-vis, littéralement. Ce mot aide, dans la Bible, se dit Ezer en hébreu, c'est un mot spécifique qui désigne l'aide qui provient de Dieu et que Dieu donne à l'homme en cas de danger vital. Lorsque sa vie est en danger, Dieu donne Ezer, une aide. Donc nous voyons bien que Adam est en danger vital s'il n'a pas de femme qui lui corresponde. Et une fois que Ève lui est présentée, l'homme déclara, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme et ils ne font qu'une seule chair. Voilà ce que dit la Bible, complémentarité de l'homme et de la femme, aide fournie à l'homme par la femme et réciproquement à la femme par l'homme. Deuxième considération, avant de voir par le menu détail cette différence et complémentarité homme-femme, l'être humain est un de corps, d'âme et d'esprit. Il y a un lien profond entre l'âme et le corps. Comme chrétiens, nous croyons profondément qu'il y a une complémentarité entre le corps et l'esprit, qu'on appelle l'âme, et que, pour le dire autrement, mon corps n'est pas un corps d'emprunt. Nous ne croyons pas à la réincarnation, nous croyons à la résurrection de la chair, c'est-à-dire que Dieu, à la fin des temps, nous rendra notre corps, le corps qui correspond à notre esprit. Et non pas, nous sommes un esprit qui vivons dans une espèce de corps d'emprunt, qui n'est qu'une limitation, comme disait Platon, hein, soma sema, le corps est un tombeau, il empêche mon âme d'être pleinement déployée, etc. Ou comme le pensent les bouddhistes, ce n'est jamais qu'un corps d'emprunt, et puis plus nous perfectionnons notre esprit, plus nous méritons d'avoir un corps d'emprunt qui soit noble. Voilà. Nous passons du ver de terre à la vache, à l'être humain, etc. Le christianisme, la Bible, déclare cette complémentarité entre le corps et l'esprit, si bien que pour nous, l'esprit s'exprime à travers le corps, au moyen de l'âme, de telle façon que je peux voir notamment ce que pense la personne dans son regard. On dit que le regard est le reflet de l'âme. Le regard est très expressif de la personne, mais aussi son attitude, ce qu'on appelle le langage non verbal, va signifier sa pensée. On peut pousser un petit peu plus loin avec ce qu'on appelle la psychomorphologie, qui est une science peu précise, mais relativement vraie pour autant je crois, qui dit simplement que à travers de la morphée, la forme du corps, on peut deviner les grands traits du caractère, de l'esprit de la personne. On voit si la personne est plutôt rustre ou plutôt sensible, on voit si la personne est plutôt très imaginative ou très réaliste, on voit si la personne désire la justice ou l'efficacité, etc., 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 à travers la forme globale du corps, le visage et les mains notamment. Et nous remarquons aussi cette relation profonde entre l'esprit et le corps avec ce qu'on appelle le psychosomatique. Lorsque je pense quelque chose, eh bien cela va s'exprimer de façon physique en moi. Il y a bien une correspondance corps-esprit dans l'unité de l'âme. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que
nous allons pouvoir ainsi comprendre les grands traits de la psychologie de l'homme ou de la femme en nous basant sur leur corps. La différence entre l'homme et la femme, c'est ce qu'on appelle scientifiquement le caractère sexuel primaire, autrement dit le sexe. C'est ça qui détermine si c'est un garçon ou une fille. Et c'est bien comme ça que les sages-femmes et les obstétriciens décrètent que l'enfant qui vient de naître est un garçon ou une fille. C'est en se basant sur leur sexe visible et non pas sur le profond dialogue qu'ils ont eu avec le nourrisson pour savoir comment il se détermine psychologiquement. Ce qui distingue l'homme de la femme, c'est donc le sexe. Le sexe, chez l'homme, est extérieur et la vie qu'il donne se déroule à l'extérieur de lui-même. Le sexe, chez la femme, est intérieur et la vie qu'elle reçoit et la vie s'y développe intérieurement. Si vous gardez ces deux adjectifs, extérieur, intérieur, pour désigner le sexe de l'homme et de la femme, et que vous l'appliquez à la psychologie de l'homme et de la femme, eh bien vous avez déjà tout compris. L'homme se situe psychologiquement à l'extérieur du monde. Pour lui, la vie se déroule à l'extérieur de lui-même. On dit qu'il est spectateur du monde. Psychologiquement, la femme se situe à l'intérieur du monde. Et la vie se déroule à l'intérieur d'elle-même psychologiquement. On dit qu'elle est actrice du monde. Si vous ne retenez que ça, vous avez déjà retenu une bonne chose. Poussons un peu plus avant et regardez ce schéma. Le schéma que vous avez sous les yeux est un schéma que j'ai construit moi-même après que des fiancés m'aient dit qu'ils ne comprenaient rien à mes explications et que ce serait quand même tellement plus simple s'ils avaient un schéma sous les yeux. Donc j'ai reconstruit ce schéma et je les en remercie car depuis je l'utilise toujours et c'est très utile. En haut l'homme, en bas la femme. Le trait rouge signifie la barrière psychologique entre le monde extérieur et moi. Et puis le cœur signifie ce qui m'atteint, le moi profond. Nous voyons que chez l'homme, les événements qui arrivent de l'extérieur restent à la porte, ne l'atteignent pas profondément. Et puis il y a comme un phénomène de décantation. Une partie des choses qui sont à l'extérieur de son psychisme vont être filtrées et l'atteindre. Chez la femme, on voit que c'est exactement le processus inverse. Tout rentre, tout l'atteint directement, et ensuite, c'est par un phénomène de délestage, on pourrait dire que la femme passe son temps à écoper, vider, rejeter vers l'extérieur, ce qui finalement ne la concerne pas. La différence entre les deux, tout ce qui est rentré et ce qui a été remis à la porte, constitue ce qui l'atteint profondément. Donc vous voyez que l'un et l'autre peuvent être atteints par des choses provenant de l'extérieur, bien évidemment, mais pas du tout selon le même mode. Donc on a l'impression que l'homme est beaucoup moins atteint que la femme, parce que la première vague est filtrée, ce qui n'est pas le cas chez la femme. La femme, c'est par expulsion que va se faire le tri et qu'il va rester quelque chose. Alors je reste persuadé qu'en poids sec, au final, la femme garde quand même plus que l'homme, qu'elle est quand même davantage atteinte par les éléments du monde que l'homme, mais j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, donc c'est juste une impression. Ce petit schéma vous explique déjà pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'aller faire l'ours. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'être tranquille, tout seul, dans le silence, ou alors de se vider la cervelle devant la télévision. C'est pour pouvoir avoir ce moment de décantation. Il faut que tout ce qu'il a vécu dans la journée puisse être analysé pour savoir ce que finalement il retient. La plupart des femmes disent « oui, mais j'ai épousé un taiseux, mon mari ne me dit rien, etc. » Alors, c'est pas vrai. L'homme parle, l'homme dit des choses. Maintenant, il en dit très peu. Quand on dit « comment s'est passée ta journée » et qu'il répond « bien », je suis désolé, mais l'homme a parlé, il a dit « bien ». Donc, il a qualifié sa journée. Quand il dit « je ne sais pas »,
ça veut dire je ne sais pas. Il a donné un contenu. La plupart du temps, il ne sait pas parce qu'il n'a pas eu le temps de savoir. Il n'a pas eu le temps de décanter. Il vient de rentrer, vous lui posez la question, il n'a pas pris ce temps-là. Donc je conseille aux hommes de faire l'ours avant de pousser la porte de leur maison. Restez dans votre voiture, faites 2 fois le tour du pâté de maison s'il faut, posez-vous dans un coin, allez fumer une clope avant de rentrer chez vous. Prenez ce temps de décantation pour savoir ce que vous retenez de votre journée. Sachant que pour l'homme, le temps de transport n'est pas un temps de décantation. Ce petit schéma explique aussi pourquoi la femme, elle, a besoin d'énormément parler. Il faut qu'elle exprime, parce qu'il faut qu'elle expulse. Il faut qu'elle mette devant elle, qu'elle mette des mots sur tout ce qui est à l'intérieur. Je veux dire, il faut qu'elle vide son sac. Et si vous avez déjà vu le sac d'une femme, le sac à main d'une femme, il y a tout à l'intérieur, mais c'est un joyeux bordel. Voilà. Et si elle veut trouver quelque chose, eh bien il faut qu'elle farfouine dedans, ou la plupart du temps, quand vraiment elle n'y arrive pas, elle vide son sac sur la table, elle étale tout, et là, elle trouve. Parce que ça y était. Mais confusément. Et du coup, la femme a nécessairement, vitalement, besoin de parler. L'homme a vitalement besoin de silence, la femme a vitalement besoin d'expression, de parole, etc. C'est pourquoi laisser les copines parler entre elles, laisser les femmes parler entre elles, n'est pas du tout préjudiciable au couple. Et les femmes s'entraident à exprimer ce qu'elles ressentent. Pour que quand on pose la question à la femme de savoir ce qui l'a atteint, comment elle a jugé l'événement, ce qu'elle pense de la personne, elle puisse synthétiser sa pensée. Mais pour synthétiser sa pensée, il faut d'abord qu'elle l'exprime abondamment. Cette différence de délai de traitement exprime aussi pourquoi l'homme et la femme ne réagissent pas de la même façon face à une agression extérieure ou face à une blessure. L'homme va être dans l'immédiateté, action-réaction. Je reçois une parole blessante, je renvoie un scud, vraiment en légitime défense, hein, tel le cow-boy qui dégaine. Donc, chez l'homme, plus c'est frais, plus c'est vrai. Plus l'homme réagit tout de suite, plus il a été blessé. Plus il sort de vieux arguments qui datent d'il y a une semaine, 15 jours, un mois, un an, plus il ment, plus il est de mauvaise foi. Il n'a plus rien à balancer dans le conflit et du coup, il va chercher ce qu'il a encore comme munition à la cave. Mais plus c'est vieux chez l'homme, moins c'est vrai. Voilà. Plus c'est frais, plus c'est vrai. Chez la femme, c'est exactement l'inverse. Et il ne faut pas se tromper. Chez la femme, plus c'est vieux, plus c'est vrai. Parce que vous vous rendez compte que plus c'est vieux, plus ça a pénétré dans la femme. Plus ça a atteint le cœur profondément. Et plus ça met de temps à ressortir. Donc chez la femme, si c'est immédiat, on laisse tomber. C'est pas grave. Bon, on a fait de la peine à son épouse, c'est grave. Mais enfin, je veux dire, un petit pardon, voilà, un petit profil bas, et puis c'est réparé. Par contre, plus la femme envoie de reproches vieux, anciens, plus c'est vrai, plus ça l'a marqué, plus c'est important. Et donc il ne faut pas que l'homme fasse de contresens là-dessus. Si la femme vous balance quelque chose qui a eu lieu il y a un mois, messieurs, c'est très grave. Il y a un an, là, il faut vraiment que vous le preniez en considération. Vous êtes au bord de la rupture. Et encore, soyez contents, la femme arrive à vous l'exprimer. Donc ça veut dire qu'elle pense que vous êtes suffisamment intelligent pour pouvoir l'entendre. Ce qui est vrai, dans toute dispute, dans toute remarque ou critique qu'on fait à l'autre, il y a un côté négatif. On dit que je ne suis pas un surhomme, une surfemme. On me dit que je ne suis pas le meilleur être du monde. Et d'un autre côté, il y a un côté positif. On me croit suffisamment intelligent pour pouvoir l'entendre et le prendre en considération. Donc l'un comme l'autre, l'homme et la femme, vous voyez, quand vous disputez, ayez bien ce schéma en tête pour que vos disputes, j'allais dire, soient de bonnes disputes, c'est-à-dire des disputes fructueuses, utiles, et qui permettent de remettre un petit peu les choses en place, d'entendre la souffrance et de soigner la cause de cette souffrance. Ce délai de traitement, sa façon d'être au monde, cette différence psychologique, explique aussi pourquoi on trouve que l'homme est beaucoup plus froid, beaucoup moins empathique par rapport aux situations même dramatiques. Et effectivement, ça ne l'atteint pas, ça l'atteint très peu.
Chez la femme, par contre, il y a une empathie qui parfois est exagérée. Toujours pareil, nous sommes dans un rapport homme-femme de tu as raison, je n'ai pas tort. Qui a raison? Les deux. Lorsqu'il survient un drame dans la rue dont le couple peut être le témoin, eh bien l'un et l'autre ne vont pas gérer de la même façon. Alors, oui, madame, il y a quelque chose de dramatique, un jeune est mort en scooter. Et oui, monsieur, ce jeune, vous ne le connaissiez pas, donc il y a une certaine distance affective et émotionnelle entre vous et la victime. Les deux sont vrais. Il faut que la femme arrive à faire comprendre à l'homme qui pourrait avoir un petit peu plus d'empathie, parce qu'il y a quand même eu mort d'homme, et puis il faut que l'homme fasse entendre à la femme que certes il y a eu mort d'homme, mais que nous ne sommes pas directement impactés par cela, et que donc il faut modérer l'impact psychologique, l'impact affectif que cela peut avoir sur le reste de notre existence. On dit aussi que l'homme est beaucoup plus logique et que la femme est beaucoup plus intuitive. C'est vrai, il existe une logique féminine, mais qui n'est pas à proprement parler une logique pure. Ce n'est pas une logique de concept, c'est une logique d'affect. Là encore, qui a raison entre l'homme et la femme? Faut-il être rationnel? Faut-il être intuitif? Eh bien, les deux, mon capitaine. Petit exemple pour illustrer cela. Histoire vraie. Un homme doit professionnellement monter sa propre boîte et souhaite trouver un collaborateur avec lequel s'associer. Alors, il fait des appels d'offres, il reçoit des CV, et puis il en met un de côté qui lui paraît très intéressant. Et il dit à son épouse, ce serait quand même sympa si tu pouvais nous organiser un petit dîner. Je l'invite à dîner avec son épouse, on se fait un petit dîner à quatre. Ça nous permettra de mieux nous connaître, nous appréhender, et puis je verrai si effectivement j'en fais mon associé. Le dîner a lieu. Une fois que les invités sont partis, débriefing dans la cuisine, et puis le mari demande à sa femme, alors qu'est-ce que tu en penses? Et elle répond, je le sens pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je le sens pas? Je peux pas dire, je le sens pas ce gars-là. Mais enfin, tu rigoles, regarde, il a un super CV, il a une bonne formation, il a de l'expérience, il a tout ce qu'il faut, etc. Dis-moi un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire? Je le sens pas, c'est pas rationnel, enfin oui. Et elle dit, je peux pas dire, je le sens pas, c'est tout. Voilà. Et ils s'engueulent parce qu'ils ne se comprennent pas. Il laisse tomber, et puis elle finit par lui dire, écoute, c'est tes oignons, hein, débrouille-toi. Ils en restent donc là, le mari prend cet homme comme associé. Et puis, 2 ans après, il revient les oreilles basses dire à son épouse, chérie, on va manger des nouilles, parce que mon associé vient de se barrer avec la caisse. Réponse de l'épouse, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, oui, mais tu me l'as pas dit comme il faut. Tu me l'as dit en langage de femme, et je ne parlais pas à l'époque le langage de femme, donc je n'ai absolument rien compris à ce que tu me disais. Mon jugement sur cette situation, cette histoire un peu dramatique. Est-ce que l'homme aurait dû embaucher ce postulant? Oui, sans doute, parce qu'il a un bon CV, il a de l'expérience, c'est sans doute le collaborateur qu'il lui faut. Mais, si cet homme sait que son épouse a de l'intuition et perçoit bien les gens, si cette épouse lui met un feu clignotant, un warning, en lui disant attention, il se passe quelque chose, cet homme-là, je ne le sens pas, peut-être qu'il n'aurait pas dû le prendre comme associé. Oui, peut-être qu'il aurait dû le prendre comme employé. Il aurait dû se garder la gestion de l'entreprise et la main sur le coffre-fort. Donc, oui, il y a cette complémentarité. Oui, rationnellement, ça fonctionne, mais intuitivement, il y a quelque chose. Et de l'autre côté, eh bien parfois, la femme peut avoir des intuitions qui doivent être étayées par des arguments rationnels. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « je ne le sens pas » et convaincre tout votre auditoire. S'il y a des hommes en face de vous, il va falloir amener des éléments un petit peu plus probants. Donc, vous voyez, toujours pareil, complémentarité de l'homme et de la femme. Cette différence psychologique s'exprime encore par la manière de décrire un événement. Un homme et une femme ne décrivent pas les situations dont ils sont témoins de la même façon. L'homme va commencer par le centre, il va aller à l'essentiel, il fait la synthèse, et puis petit à petit, il va élargir le champ. Parfois même, il va falloir que vous lui posiez des questions pour qu'il réponde à vos demandes et élargisse le champ parce que vous le sollicitez à le faire. L'homme voit l'essentiel, mais parfois il peut ne pas faire attention aux détails, donc il va falloir le solliciter pour qu'il fasse attention aux détails. Mais grosso modo,
si effectivement vous avez été témoin d'un accident mortel de scooter, l'homme va vous décrire la scène en disant il y a eu un accident de la route et un jeune conducteur de scooter est mort. Voilà. Et il vous décrira qui avait la priorité et il vous décrira la scène, etc. Si vous demandez à une femme de vous raconter exactement ce dont elle était témoin, elle va commencer à vous raconter l'état d'esprit dans lequel elle était, le choc émotionnel peut-être qu'elle a perçu, etc. Parce que on avait commencé déjà la veille au soir à prévoir notre week-end, et nous étions en train de partir pour voilà, et lorsque voilà. Et vous savez toujours pas si dans l'accident le jeune conducteur est mort ou pas. Mais il est où? Il est à l'hôpital, il n'est pas à l'hôpital, que s'est-il passé? C'était grave, c'était pas grave. On n'en sait foutre rien. Et c'est en posant des questions que vous allez aider la femme à recentrer pour arriver à l'essentiel. Si vous ne me croyez pas, allez lire Sherlock Holmes. Dans la plupart des enquêtes de Sherlock Holmes, ses clients sont des clientes. Ce sont des femmes qui viennent le voir pour résoudre des énigmes. Et lorsqu'il reçoit une jeune femme qui vient parce que, par exemple, son fiancé a disparu, elle s'inquiète, eh bien, Sherlock Holmes va apprendre tout de son éducation, tout de ce qui s'est passé la semaine d'avant, tout de sa situation amoureuse, etc., etc. Et au bout de 3 pages de patience, Sherlock Holmes a toujours cette phrase merveilleuse « Venons-en aux faits ». On ne sait toujours pas si le fiancé est mort, a été enlevé ou simplement a cessé de donner des signes de vie. Venons-en aux faits. Est-ce qu'on peut recentrer? Sherlock Holmes est un homme, sa cliente est une femme. Vous voyez? Simple différence de point de vue, de mode d'expression. Chacun de nous doit comprendre le mode d'expression de l'autre, à la fois pour le respecter et un petit peu pour le faire évoluer, pour lui apporter un certain complément, c'est-à-dire on peut faire accélérer la femme, venir un petit peu plus au fait, et puis on peut aider l'homme à élargir quand même un petit peu son champ visuel et son champ d'intérêt. L'homme est davantage bref et concis dans ce qu'il dit, la femme est davantage prolixe. Davantage, vous voyez, je suis un homme et je suis bavard. Voilà. Donc j'ai peut-être des traits caractéristiques de la femme, alors que je vous assure que sans contrefaçon, je suis un garçon. Ce petit détail pour vous dire que je décris l'homme absolu, l'homme conceptuel, et la femme absolue, la femme conceptuelle. Vous tirerez profit d'écouter mon petit topo sur l'homme et la femme au niveau psychologique, mais ce qui est plus intéressant pour vous, c'est de savoir qui vous êtes, comment vous vous situez l'un l'autre. Lorsque j'expliquais mes grandes phrases théoriques à des vieux couples, en disant mais comment est-ce que vous gérez cette psychologie homme-femme au sein de votre couple, ils ne comprenaient même pas de quoi je parlais. Ils n'avaient jamais eu ce topo théorique et ne voyaient même pas à quoi ça correspondait, puisqu'au bout de 10 ans, 15 ans de mariage, ils savaient comment est-ce que Laure réagissait ou comment est-ce que François réagissait. Voilà. Roméo et Juliette se connaissent bien et ils savent, à force d'expérience, de façon empirique, comment l'un et l'autre fonctionnent et ils ne s'étaient jamais posé de questions théoriques. Donc moi, je vous donne les questions théoriques, mais je vous renvoie à votre propre expérience. Un petit peu d'empirisme ne fera pas de mal. Apprenez à vous connaître l'un l'autre. Peut-être que c'est madame qui est beaucoup plus concise et claire dans sa pensée, et que c'est monsieur qui est beaucoup plus confus dans son appréhension des choses, son organisation du discours, et puis beaucoup plus prolixe dans sa façon de s'exprimer. Quoi qu'il arrive, apprenez à vous connaître et à vérifier votre complémentarité. J'ai envie de dire, si Roméo et Juliette ne sont pas complémentaires, s'ils en font le constat qu'ils ne se marient pas, s'ils veulent être heureux. Moi je dis ça, je dis rien, je m'en fous, je suis célibataire. Revenons à notre petit schéma. L'homme va droit au but, parfois sans préambule. Voilà. J'ai l'honneur de vous dire que, voilà. Je me dois de vous signaler que, voilà. Bing. Et on a tout de suite l'objet de son discours. La femme, elle, instaure d'abord un climat de confiance. Vous voyez, elle va être dans le ressenti. Et du coup, elle vérifie que son interlocuteur peut comprendre le message qu'elle doit lui délivrer. Et donc, elle va d'abord beaucoup mettre les formes, ou en tout cas tester, vérifier la qualité d'écoute et la qualité de perception de son interlocuteur. Et s'il est suffisamment capable de percevoir le message, elle balancera le message. Donc,
Le message de l'homme arrive de façon un peu brutale, sans préambule, au début, et parfois il est assez court. La femme, vous voyez, enveloppe beaucoup, et il faut que l'homme ait cette patience de donner des gages à la femme de bonne compréhension pour que le message puisse venir. On dit que la femme écrit l'objet de son discours à la fin de sa lettre, parfois même dans le post-scriptum. En tant que prêtre, je confesse des hommes et des femmes, et je vous assure qu'au confessionnal, la psychologie de l'homme ou de la femme se retrouve. L'homme ne dit pas ses péchés de la même façon que la femme. Grosso modo, l'homme commence par les gros morceaux et après va vers le détail, alors que la femme commence par les miettes, et puis au final, après nous avoir bien expliqué les circonstances, on viendra peut-être à nous balancer les enclumes. Donc, il faut savoir respecter les deux, et on ne confesse pas l'homme et la femme de la même façon, parce qu'ils ne s'expriment pas de la même façon. Et on ne peut pas brusquer ni un homme ni une femme en étant cassant, en disant ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, à nous de respecter le mode d'expression de chacun. Je vous le dis dans la confession, c'est mon expérience. Vous n'avez peut-être pas cette expérience-là, mais dans celle de la confidence, vous avez tout à fait le même genre d'expérience, peut-être. L'homme admet davantage l'altérité que la femme, la divergence. Je ne dis pas que la femme est incapable de comprendre, d'admettre l'altérité, mais pour elle, c'est beaucoup plus difficile. Parce que vous voyez dans mon schéma que pour l'homme, l'opinion est quelque chose à l'extérieur de lui-même. Alors que pour la femme, l'opinion est quelque chose qui fait partie d'elle-même. Donc quand on demande à un homme de changer d'opinion, on lui demande de brasser encore des concepts à l'extérieur de lui-même. Et même si c'est son opinion, il peut en changer. On vérifie simplement de ne pas trop froisser son orgueil, mais vous voyez que le changement d'opinion est plus facile chez l'homme que chez la femme, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors que la femme, quand on lui demande de changer d'opinion, on lui demande simplement de s'arracher un bras. Alors elle peut le faire, mais à nous de respecter, vous voyez, la douleur que le changement d'opinion peut provoquer chez la femme, qui ne sera pas exactement de la même intensité que le froissement de l'ego chez l'homme. Voilà. Il y a une difficulté à changer ses opinions ou à ne pas imposer ses vues qui est plus difficile pour la femme que pour l'homme. L'homme est plus sensible aux idées, c'est conceptuel. La femme est davantage sensible aux manières. Là aussi, ça veut dire que l'homme doit être délicat et comprendre que pour la femme, changer de pantalon après avoir bricolé et avant de passer à table n'est pas un détail. Voilà. Que se raser même le dimanche n'est pas un détail, etc., etc. Que lorsque l'on parle à une femme, il faut lui parler en face, oui, que si on ne la regarde pas dans les yeux, on ne lui a pas parlé. Alors que pour l'homme, la parole passant de la bouche à l'oreille, ça ne transite pas par les yeux, et donc si je parle à ma femme tandis que j'ai le dos tourné ou qu'elle me tourne le dos, j'ai l'impression de lui avoir dit quelque chose. Pour la femme, non, je ne lui ai pas parlé parce qu'elle avait le dos tourné. Donc si je veux lui dire quelque chose vraiment d'important, je dois prendre le temps et avoir la délicatesse de lui parler en face. Je ne lui parle pas d'une pièce à l'autre, etc., etc. À nous de faire attention, à nous hommes, de faire attention aux manières. Et de la même façon, si une femme prend des manières pour nous dire quelque chose, nous pouvons juger de l'importance qu'elle attache au sujet qu'elle aborde. Si elle prend le temps de vérifier que je sois posé, que je sois en face d'elle, que tout soit calme pour me donner un élément, eh bien, en tant qu'homme, je dois décrypter, vous voyez, tout le décorum, toutes les manières qu'elle a prises pour en tirer la substantifique moelle, pour me dire attention, là, l'événement est important, puisque il y a le cadre, ça veut dire qu'il y a le fond. L'homme est davantage sensible à l'utilité d'un objet conceptuel, la femme davantage aux souvenirs liés à un objet émotionnel. Je dis ça parce que lorsqu'on fait des rangements dans une maison, il ne faut jamais rien jeter sans avoir demandé à l'autre. Peut-être qu'il y a 36 coquillages sur le linteau de la cheminée, mais aucun coquillage ne signifie la même chose. Alors attention messieurs, un coquillage n'est pas un coquillage. Un coquillage n'est pas la même chose qu'un coquillage. Voilà. Il y a le coquillage ramassé sur telle place, tel jour, dans tel état d'esprit, etc., parce que c'était les fiançailles. Tel coquillage, lui, il vient plutôt de notre voyage de noces, rappelle-toi. Tel coquillage, c'était juste après la mort de ma mère. Tel coquillage, etc., etc. Donc vous voyez qu'un coquillage n'est pas la même chose qu'un coquillage pour une femme. Il y a des caractéristiques aussi que la femme possède que l'homme ne possède pas. Je vous ai dit, et vous le savez, que pour l'homme, la vie est transmise à l'extérieur de lui-même,
Alors que pour la femme, la vie se développe à l'intérieur d'elle-même. Mais la vie qui se développe à l'intérieur d'elle-même est une vie. Ce n'est pas sa vie à elle, c'est une vie d'une autre personne. C'est un petit être différent d'elle qui se développe à l'intérieur d'elle-même. Et donc la femme, parce que elle est appelée à être mère, elle sait viscéralement qu'elle est appelée à être mère. La fille sait qu'elle est faite pour être femme, et son cycle menstruel le lui rappelle régulièrement. Et bien profondément, la femme a une connaissance d'une partie du monde que nous, hommes, ne possédons pas. C'est un rapport à la vie très différent chez l'homme et chez la femme. La femme sait que pour produire de la vie, donner la vie, il faut souffrir. Parce que le petit être qui va se développer à l'intérieur d'elle-même va simplement pomper toute l'énergie de la femme. Le petit être va se développer en puisant dans sa mère. Et donc, la femme sait viscéralement que pour donner la vie, il faut donner de soi. D'une certaine façon, pour produire la vie, il faut souffrir. Et la femme a cette compréhension de la souffrance qui est à la fois juste, mais qui peut devenir démesurée. Et la femme doit faire très attention. La femme doit entendre, mesdames, écoutez-moi, que donner son sang pour donner la vie, oui. Verser son sang sur le carrelage, non. C'est pas parce que je souffre que c'est positif. Parfois, la souffrance est positive. Parfois, il faut que je ferme ma bouche pour sauver mon couple. Parfois, non. Ce n'est pas parce que je souffre que c'est bien. Et ce critère de discernement, vous devez l'entendre, mais vous êtes la seule, vous êtes les seuls à pouvoir l'appliquer. Parce que nous n'avons souvent absolument pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, du degré de souffrance, etc., que vous avez. Chez l'homme, vous voyez, la pression se fait à l'extérieur de lui-même, et quand il y a trop de pression extérieure, il va exploser vers l'extérieur. Chez la femme, la pression se fait à l'intérieur. Et donc, pendant très longtemps, vous pouvez accumuler, et un jour, il y a éruption volcanique que nous n'avons pas vu venir, que nous ne comprenons pas. Et il n'y a que vous qui puissiez, vous voyez, gérer la pression intérieure en ayant des soupapes, en faisant sortir la pression de temps en temps, en disant stop, là on arrête, ça ne va pas. Non, tu ne me parles pas comme ça, c'est pas correct. Non, je ne supporterai pas telle chose. Non, tu ne m'imposeras pas tel choix, etc., etc. Parce que vous voyez bien que ça ne développe pas la vie, ça ne développe pas votre couple, ça ne développe pas votre personne. Donc on dit stop tout de suite, avant qu'il soit trop tard, entre guillemets. On ne dirait jamais trop tard, mais en tout cas, vous voyez que avant que les dégâts soient gigantesques, s'il vous plaît, dites-nous. La femme vit beaucoup à l'intérieur d'elle-même, donc elle idéalise parfois trop les choses, elle rêve du prince charmant, alors que, comme me disait une jeune fille, il n'existe que le prince charmé. Elle est capable aussi de jalousie, de mots assassins, ça va avec, vous voyez, cette capacité ou pas à admettre l'altérité, et puis elle peut être victime des modes ou de ce qui est véhiculé, puisque le monde et elle-même, vous voyez, sont beaucoup plus en connivence que chez l'homme. La femme, ensuite, dans son mode d'action naturel, cherche plutôt à plaire, à séduire. Alors je crois que c'est dû, ça plutôt au caractère sexuel, on va dire secondaire ou autre, hein. Autre mode d'expression de la sexualité, qui est que la femme est beaucoup plus cocooning et que l'homme est quand même beaucoup plus en muscle. L'homme peut aller à l'affrontement, et toujours pareil, il est fait pour le frontal d'une certaine façon, alors que la femme ne peut pas. Et donc, elle va chercher davantage à séduire, à plaire, pour faire passer les choses, voilà, faire passer les choses en douceur. Qui a raison? Les deux. Parfois, il faut pouvoir dire les choses franchement, quitte à aller au clash et à l'assumer. On gagne ou on gagne pas, on s'en fout, mais n'empêche, on est allé au combat. Et puis, la femme, elle, va mettre un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de ruse et un petit peu plus de finesse dans le discours, et c'est pas plus mal. Voilà. Parfois, je dis souvent, l'homme, il est le juge et la femme, elle est le juge d'application des peines. Parfois, l'homme sait ce qu'il faut faire par rapport à l'enfant, voilà ce qu'il faut dire à telle personne, voilà ce qu'il faut dire à notre fils, et la femme répondra, oui, mais tu vas tout de même pas le dire comme ça, ou tu vas tout de même pas le dire maintenant. Et ça, l'homme n'avait pas perçu. Il a perçu le concept, pas les manières. Et la femme, vous voyez, va pouvoir enrober un petit peu plus en lui disant non, il faut d'abord créer un climat d'écoute chez l'enfant, chez l'adolescent. Il va d'abord falloir faire une bonne journée avec lui où on lui montre toute l'affection qu'on a pour lui. Et une fois qu'on a fait une journée
en lui donnant ce qu'il aime, enfin, en faisant l'activité qu'il aime avec lui, etc., nous allons pouvoir le soir lui amener peut-être les points d'attention, la marge de progression que nous attendons de lui, ce que nous lui conseillons avec amour pour son bien, ou ce que nous exigeons de lui, sinon nous le fracassons, pour son bien. Voilà. Et du coup, eh bien, cette complémentarité homme-femme joue aussi dans l'éducation. Et l'enfant, même le petit enfant, très instinctivement, ira chercher le trait de fracture. Vous voyez, papa a dit que, est-ce que je vais voir, si je vais voir auprès de maman, ce que je peux négocier. Voilà. Et donc, cette nécessité de dialogue entre l'un et l'autre, entre l'homme et la femme, est d'autant plus nécessaire pour l'éducation de l'enfant. L'enfant, pas de façon perverse, mais de façon assez instinctive, va aller chercher son bénéfice, donc il va aller voir ce qu'il peut tirer un peu plus de l'un et de l'autre. S'il n'y a pas de faille dans laquelle s'engouffrer, eh bien, l'enfant arrêtera assez vite et sera rassuré. Il aura un cadre posé autour de lui, dans lequel il va peut-être se cogner, mais qui va aussi pouvoir lui servir de bouclier. Et ça, il va très vite se rendre compte que le cadre contraignant est aussi un cadre protecteur. Avant-dernier conseil, je vous lis les 3 points de description d'une femme. Alors c'est, messieurs, je vous livre les secrets qu'une maman qui avait essentiellement des filles disait à tous les prétendants qui se présentaient pour épouser l'une d'elles. Elle lui disait, alors, je vais vous donner, vérifier si le garçon avait des sœurs ou pas, mais je vous assure que même quand un garçon a des sœurs, il ne regarde pas sa sœur comme il regarde sa fiancée, et c'est heureux. Donc quand sa sœur pleure, il en a un petit peu rien à faire. Quand c'est sa fiancée qui pleure, il est absolument désorienté. Donc même un garçon qui a eu des sœurs ne connaît pas forcément la psychologie féminine. Cette maman disait donc à tous les prétendants, voilà ce que c'est qu'une fille. 1. Une fille, c'est sensible. 2. Une fille, ça interprète tout. 3. Une fille, ça exagère tout. Et je vous avoue que cette description me paraît assez exhaustive et honnête de ce que c'est qu'une fille. Alors messieurs, entendez ça, une fille c'est sensible, ça interprète tout, ça exagère tout. Dernier conseil, allez voir sur YouTube, je crois qu'il y a encore, ou sinon bah tant pis, achetez le DVD, le spectacle de Paul Devendre, qui est un Belge qui a donc mis en scène, en one-man show, les livres de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, et puis le tome 2 de John Gray, qui est Mars et Vénus sous la couette. Et puis vous pouvez bien évidemment lire aussi le livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Cela sera un bon complément à ce que vous venez d'entendre, parce que moi je vous ai fait la théorie et John Gray va vous faire la pratique. Il va vous donner énormément de situations cocasses, tirées du quotidien, qui vont vous permettre de mieux comprendre les choses. Il a d'autres façons de s'exprimer, d'autres métaphores. Tout ce qu'il dit est vrai. Voilà. C'est différent de ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment, là aussi, complémentaire. Hein. N'hésitez pas, creusez la question, c'est important. Et puis, surtout, 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 apprenez à vous connaître l'un l'autre. Voyez en quoi vous avez des points communs, voyez en quoi vous avez des différences, et sachez porter un regard bienveillant sur ces différences. Vérifiez aussi que vos différences soient bien complémentaires. Je le rappelle, si vous ne constatez pas la complémentarité entre vous, ne vous mariez pas. Si vous constatez la complémentarité entre vous, mariez-vous. Et mariez-vous à l'église. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.